Bonjour à tous, je suis Élodie Lagache. Je suis ravie de vous accueillir à Reims en tant que coordinatrice territoriale au sein de l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Est. L'antenne champ-ardennaise fait partie de mon équipe. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter cette table ronde avec ces experts où la thématique est la dimension sociale des troubles des personnes présentant un syndrome de Prader-Willi. Nous savons que ce syndrome a un impact important sur l'entourage au sens large. Cet impact est important, même parfois envahissant, lorsqu'il concerne la socialisation des comportements alimentaires. Nous avons la chance de voir la présentation de l'étude SOPAP qui va nous permettre de prendre connaissance des dernières avancées dans ce domaine. Puis, nous allons avoir des réponses à certaines des questions qui nous préoccupent. Par exemple, finalement, qu'est-ce que la socialisation au sens, dans le regard et avec le sens d'un sociologue? Quelle socialisation sur des pratiques alimentaires, particulièrement en France, pays où le temps du repas est un temps important et plein de symboles? L'idée de répondre aussi à la question, finalement, au-delà du temps de l'alimentation, de ce domaine-là, est-ce qu'il y a d'autres domaines de socialisation dans pour lesquels ce syndrome touche les personnes? Quelle socialisation finalement pour une personne ayant le syndrome de Prader-Willi et comment se construire au sein de cette société? Nous espérons au sein de cette table ronde nous apporter un regard large dans l'ensemble du parcours de vie de ces personnes, en prenant en compte tant les difficultés que vous rencontrez, mais surtout vous apporter des pistes d'amélioration pour votre quotidien. Je laisse la parole aux différentes intervenantes. Donc, je m'appelle Amandine Rochety, donc je suis maîtresse de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et donc j'ai été postdoctorante sur un projet qui s'appelle SOPAP pour socialisation des pratiques alimentaires des enfants avec le syndrome de Prader-Willi. Un travail que j'ai commencé en tant que postdoctorante sous la direction donc, de Jean-Pierre Poulain, qui est socio-anthropologue de l'alimentation, et de Maïté Taubert, qui était précédemment à la table ronde. Donc effectivement, c'est un élément, un projet dont je parlerai lors de cette table ronde. Bonjour à tous, moi je suis Cécile Legault, donc je suis psychiatre au CRMR Psyra à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et du coup je vois pas mal de patients atteints du syndrome justement dans la transition pédopsychiatrique, psychiatrie adulte. La principale activité qu'on a, il y a bien évidemment le traitement, mais surtout en fait la proposition de groupes thérapeutiques et groupes d'habilité sociale pour justement répondre aux différentes problématiques qui ont été abordées. Donc on va pouvoir en parler plus en détail pendant cet échange. Bonjour, je suis Caroline Borne, infirmière au CERMES à Dombasle-sur-Meurthe. On accueille dans un établissement médico-social donc 12 personnes atteintes du syndrome. Donc avec tout le suivi médical, social. Ce sont des personnes qui sont pour certains travailleurs ESAT, pour d'autres qui passent les journées directement au foyer où plusieurs activités différentes leur sont proposées. Tout en répondant au maximum à leurs besoins individuels. Bonjour, donc moi je suis Sophie Sabal, je suis pédopsychiatre dans le centre de référence Prador de Toulouse, et donc je suis amenée à voir des enfants de tout âge, des petits bébés jusqu'aux grands ados, et ensuite j'ai voilà, un collègue, Dr Grégoire Bienvenu, qui voit, comme le disait le Dr Etienne, les ados et les adultes, donc on fait comme ça une transition un peu souple. Donc l'idée de cette table ronde, c'était de commencer par définir la socialisation. Alors, en fait, c'est pas si simple que ça, et comme tout à l'heure Agnès l'évoquait avec ses étudiants, quand on veut en sociologie expliquer ce que c'est la socialisation, on a un module de 15 heures, donc ça peut être très très long à expliquer. Et c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais c'est peut-être quand même de se mettre d'accord sur ce vocabulaire, même si, sur ce concept-là, même si en fait même les sociologues sont pas d'accord
fait, sur la définition de ce que c'est la socialisation, et chacun a sa manière de le définir. Donc je suis quand même allée voir dans le Petit Robert comment on définissait la socialisation, et c'est un ensemble de mécanismes par lequel un individu en fait développe des relations sociales, s'adapte et s'intègre à la vie sociale. Donc c'est ça en fait la définition du Petit Robert. Alors elle est assez intéressante parce qu'elle nous donne quand même les objectifs. Se socialiser, c'est avoir des relations, c'est être adapté, c'est s'intégrer à un milieu social. Mais elle reste quand même assez imprécise comme définition parce qu'elle dit mécanisme. C'est quoi ces mécanismes? Et en fait, les mécanismes de la socialisation, ils sont pluriels. Ça peut se faire par observation, par imitation. C'est ce qui se passe généralement dans la petite enfance. On regarde autour de soi. Mais en fait, ça se passe aussi dans le monde adulte. On voyage, on va à l'étranger, on ne connaît pas une culture donnée. On va observer comment les gens se comportent et puis on va faire en sorte de pouvoir se comporter de cette façon pour respecter la culture dans laquelle on est et les pratiques de cette culture-là. Et puis, en fait, cette socialisation, elle peut se faire aussi par des interactions, par du verbal, mais ça peut aussi passer par du non-verbal. Et il y a un certain nombre de choses qui, par le regard, peut expliquer un certain nombre de choses. Donc, c'est bien un mécanisme de transmission. Donc, le collectif a une place importante dans cette question-là. Et chaque enfant, chaque personne a un collectif qui peut être une culture, mais au sein d'une même culture, il peut y avoir de vraies différences en fait. En termes sociaux, il y a des milieux sociaux très différents, et c'est ça qui explique la pluralité des socialisations chez un individu. Et ce qui est important dans cette définition, c'est qu'il y a bien une dimension collective, mais il y a aussi une dimension individuelle. C'est comment on intériorise en fait, comment on intègre ses normes, ses valeurs, ses pratiques, son rôle, parce que quand on est un individu, on peut être autour de la table une femme, mais on est aussi une professionnelle, on est aussi pour certaines mères de famille, et donc on a au sein d'une même vie des rôles qui peuvent être très différents et des pratiques qui peuvent être socialement différenciées. Et donc tout ça, ça régit le fonctionnement et la vie sociale. Donc il y a bien une dimension individuelle et collective. Et la socialisation, en fait, elle commence dès la naissance et elle se termine jusqu'à la mort. Et donc, on se socialise dans notre vie tout au long de la vie. Voilà. On va faire une sorte de discussion. En fait, l'idée, c'est que ce soit assez vivant et on va discuter comme ça. Ce que décrit Amandine là sur l'intégration en fait de tous les codes sociaux, c'est ce qui va faire défaut chez les jeunes qui ont le syndrome de Prader-Willi, et ça très tôt. C'est-à-dire que moi, je vous parle à partir de l'expérience clinique que vous avez tous. Des parents de tout jeunes enfants vont dire mais en fait moi je suis embêtée parce qu'il va dire bonjour à tout le monde sans regarder s'il connaît pas, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Alors là il est petit, c'est mignon, tout le monde dit mais non mais laissez-le faire, il est mignon. Et rapidement on s'aperçoit qu'en fait toute cette intégration qui se fait naturellement chez la plupart des individus ne se fait pas si naturellement que ça chez les jeunes porteurs du syndrome, et donc il va falloir les éduquer au sens répéter que non, on ne va pas donner la main à un inconnu, non, on n'a pas la même attitude vis-à-vis d'une personne qu'on voit tous les jours que le médecin qu'on voit tous les 6 mois en centre de référence, parce qu'ils peuvent venir vers nous faire un bisou. Alors on sent qu'il y a un attachement, mais en fait là il faut remettre un peu de la distance en disant ah non, moi tu vas pas me faire un bisou parce qu'on se connaît pas si proche que ça. Voilà, et ça c'est des codes sociaux qu'il faut remettre en place parce que ça ne va pas se faire naturellement chez eux. Il va falloir que vous, les parents, vous ayez un rôle actif à ces niveaux-là et très très tôt. Et il ne faut pas perdre patience. À force de répéter, ils vont pouvoir l'intégrer. Voilà, ça c'est un peu. Oui, puis bien évidemment, il y a aussi tout le rôle des proches, puisque les patients en ont déjà énormément. Pour effectivement tout ce qui est transition pédiatrique vers l'adulte, ça se fait dès le plus jeune âge. Dès qu'on peut essayer de mettre en place des choses, il faut les mettre. Après, il y a différentes dimensions en fonction de l'évolution de la personne et puis aussi de la famille. Et bien évidemment que les problématiques ne sont pas les mêmes à 6 ans qu'à 18-20 ans, notamment sur les problèmes de socialisation avec les amis, de repérer qui est un bon ami, qui est plutôt mauvais pour soi. Idem pour la famille qui peut être ressource, quel professionnel, quelle personne aussi de la famille ou de leur entourage peut être plutôt bénéfique ou plutôt délétère.
Et puis également dans tout ce qui est sexualité, puberté, il y a des choses, il y a des notions qui se créent qui sont hyper importantes et bien évidemment on essaye au maximum de pouvoir vous accompagner là-dedans et aussi de vous responsabiliser. C'est-à-dire que notre rôle c'est pas de remplacer ou de faire à votre place, c'est de vous accompagner pour vous proposer des astuces, des clés que vous pouvez mettre en place et qui derrière améliorent le quotidien et de la personne et des proches. Et ce que viennent d'exposer les deux professionnels, c'est cette idée que la socialisation, elle est partout en fait, elle est dans tous les univers en fait, on la retrouve à l'école, et il y a différents acteurs en fait autour de la socialisation, la famille et la socialisation, le lieu de socialisation principal, mais en fait les enfants très tôt aujourd'hui dans notre société sont amenés à découvrir d'autres univers de socialisation, la crèche, l'école, les centres spécialisés, et donc on se rend compte que les acteurs sont très nombreux, et donc ça peut être ce qu'on appelle la socialisation d'un adulte à un enfant, mais ça peut être aussi la socialisation horizontale entre père, PAIRS. Les autres enfants ont un rôle important dans la socialisation dans tous les domaines, hein, que ce soit de la tenue vestimentaire jusqu'à l'alimentation. Donc la fratrie a aussi un rôle très important, et là c'est sur la question de l'alimentation, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc on voit bien que les acteurs de la socialisation, les professionnels, que je n'ai pas évoqué aussi, voilà, ont un rôle et font que ces univers se complètent. Mais parfois ces univers aussi se contredisent, parce que ce qui se passe à la maison, c'est pas forcément les mêmes règles que ce qui se passe dans le centre, c'est pas les mêmes règles qu'à l'école, donc il faut décoder tout ça. Donc chez un enfant, on va dire typique, on décode assez rapidement la pluralité et on se construit à travers ces différents univers de socialisation. Chez un enfant avec le syndrome de Prader-Willi, eh bien peut-être qu'il y a une aide à la compréhension de ces différents univers sociaux et la manière dont ça se passe. Ce manquement là finalement d'accès aux codes sociaux et d'identification et de pouvoir les traiter correctement, ça peut entraîner ce que disait Cécile Louveau, une vulnérabilité vis-à-vis des autres, en tous les cas des personnes du même âge qui peuvent de façon malveillante abuser de leur vulnérabilité et abuser aussi du fait qu'ils n'interprètent pas très bien les codes sociaux pour voilà, leur faire des choses pas très correctes, convenables en tout cas. Et c'est là où on voit que quand même les personnes porteuses du syndrome se protègent un peu en ayant très peu de relations avec leur père du même âge. Finalement, ils sont bien plus à l'aise, on voit, avec l'adulte, parce que l'adulte va forcément s'adapter à leurs difficultés, et aussi vis-à-vis des plus jeunes. Hein. Ils adorent les bébés, ils adorent les plus petits, ils aiment bien s'occuper, ils adorent s'occuper des animaux aussi. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas ce système de code social à respecter, et finalement, ils doivent se sentir utiles aussi vis-à-vis des plus jeunes. Donc ça, c'est vrai que les relations au père, c'est ce qui va pêcher, et c'est ce qu'on voit qui est vraiment une entrave aussi au moment de toute la scolarisation au niveau du collège et lycée, mais surtout au niveau du collège, qui fait que ça peut vraiment les mettre en difficulté, alors que peut-être au niveau des apprentissages, ils auraient pu un peu suivre. C'est vraiment ce problème de socialisation qui va l'emporter sur le reste. Et les normes sociales sont très importantes à l'adolescence. On sait que chez les adolescents, le regard de l'autre, le groupe de pairs est très important. Et donc, ce qui peut aussi expliquer le décalage et le fait que ça soit plus compliqué à certaines périodes dans le cycle de vie. Oui, puis exactement par rapport à ce que tu disais, Amandine, c'est que il y a un côté aussi de gestion des moqueries, des remarques qu'il y a beaucoup. Alors petit, mais à l'adolescence et puis après derrière à l'âge adulte, et du coup d'éviter justement cette stigmatisation malgré la différence. Donc comment on gère ça, comment on adapte ça. Donc il y a vraiment des codes sociaux qu'on peut réussir à inculquer, à découvrir avec ces personnes-là pour justement gérer le comportement, gérer les émotions, malgré des moqueries, malgré des taquineries. Et ça s'apprend vraiment au fur et à mesure, à la fois par la personne et puis à la fois avec les proches. Parce que les proches, il y a aussi, nous on le constate beaucoup à l'âge adulte quand on reçoit les patients, une espèce de surprotection et d'hypervigilance qui peut se mettre en place de la part des proches pour justement essayer de contrôler un maximum les difficultés du quotidien, qui peut être bénéfique, mais qui a aussi une partie quand même délétère parce qu'on s'isole
Du coup, on diminue cette socialisation par protection, par certainement anticipation des risques du syndrome. Et l'idée, c'est justement d'être dans une juste mesure, d'arriver justement à trouver une balance, un équilibre qui permet à la fois de protéger par rapport à la vulnérabilité du syndrome, tout en permettant une meilleure socialisation. Il y a aussi la question de ce que la personne va découvrir justement avec son évolution, avec sa maturité, notamment tout ce qui est réseau social, tout ce qui est dérive, on va dire, du réseau social, et puis derrière aussi tout ce qui peut donner lieu à du harcèlement, que ce soit à l'école ou que ce soit en cyberharcèlement. Et donc ça, pareil, comment on apprend à le gérer, parce que bien évidemment que toute personne peut être vulnérable et victime de harcèlement. C'est pas la même chose quand il y a une maladie type syndrome de Prader-Willi, où on sait qu'il y a plus de vulnérabilité et de difficulté à la gestion comportementale et émotionnelle. Et donc derrière, il faut qu'on puisse jouer là-dessus pour vraiment tabler sur tous les risques, en fait, tout ce qui peut se passer dans la société et qui peut être difficile au niveau des codes sociaux pour ces personnes-là. Je vais rebondir justement sur ça. Nous, on a eu un souci au foyer. C'est vrai qu'une personne s'est fait harceler comme ça sur les réseaux sociaux et elle n'a pas su nous alerter tout de suite. Elle a voulu essayer de gérer en fait un peu toute seule et ça a pris des proportions très très importantes. Et en fait, on s'en est rendu compte, mais vraiment fortuitement. Je pense qu'elle n'avait pas compris qu'on pouvait l'aider à ce moment-là. Et ça l'a vraiment mis à mal pendant un certain temps. Et c'était vraiment... c'était allé très loin. On avait même pu lui proposer d'aller porter plainte. Bon, ce que elle n'a pas souhaité faire, mais elle a pu couper court aux échanges avec ces personnes malveillantes en bloquant sur le réseau. Mais c'est vrai qu'ils ont, pour certains, l'impression qu'ils vont pouvoir gérer seuls les choses et ils n'arrivent pas toujours à nous identifier comme des personnes qui pourraient les aider alors qu'on est là au quotidien et on est plutôt les derniers à être prévenus à certains moments. Au même titre que des difficultés dans le bus, puisque nous on a 2-3 personnes qui travaillent et c'est vrai que quand il est proposé, hélas, les gros échanges de nourriture dans les bus, c'était assez compliqué et c'est vrai que oui, mais je peux pas refuser parce que je suis je suis pas avec les autres, je vais pas pouvoir profiter de temps d'échange qui me propose quand c'est des pauses aussi au niveau de l'ESAT. On leur a expliqué qu'on pouvait peut-être créer ces temps d'échange autrement, mais pas sur les temps de nourriture pour que ça soit moins compliqué pour eux après de vivre ça, quoi. Et c'est vrai que les parents, je trouve que là, c'est un rôle important de pouvoir évaluer le décalage qu'il y a avec le jeune porteur du syndrome qui va demander, par rapport aux réseaux sociaux, l'accès, le téléphone, au même âge que les pères, finalement. Et là, de protéger un maximum en se disant, ok, il a 14-15 ans, mais on va dire au niveau de la gestion de tous les codes sociaux, il a 8-9 ans peut-être. Donc faire attention de ne pas les exposer, de vraiment les protéger. Alors ce que vous faites dans la majorité, mais souvent c'est ces jeunes qui vont insister en disant ouais mais je suis exclu, mais je peux pas, mais ils sont tous machin et moi je peux pas, et pourquoi? Et finalement on les voit après se retrouver dans des difficultés qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils veulent gérer seuls. C'est pas que les adultes, tous, vraiment ils arrivent difficilement, ou alors ça sort des mois après, et après avoir fait une enquête sur des troubles du comportement ou autres qui sont apparus sans qu'on comprenne pourquoi. Donc toujours important de rechercher un peu l'origine d'un changement de comportement en tout cas, et de vraiment les protéger. En termes de, par exemple, que vous connaissez bien, mais ils vont dire je me suis fait des copains à la cantine aujourd'hui, on a tous rigolé ensemble. Sauf qu'après coup, on s'est aperçu que les jeunes rigolaient en se moquant de la personne concernée. Et lui, de voir le sourire, comme il avait intégré le sourire, on rigole, on passe un bon moment, c'est des amis. Et non, c'était un faux ami pour le coup, de se dire, et ils interprètent comme ça. Donc il y a vraiment des mauvaises interprétations qui les mettent en difficulté et qui font qu'ils se retrouvent dans des situations vraiment difficiles.
Oui, puis c'est vraiment dans le quotidien, hein, ces difficultés. Enfin, vous parliez tout à l'heure d'être attiré par des enfants plus jeunes, mais c'est vers les animaux. Enfin, nous, aujourd'hui, on est obligé de vraiment remettre les règles dès le départ quand on va se promener, quand on va quelque part, n'importe où dans un parc. Non, on ne peut pas s'approcher des chiens aussi facilement parce qu'ils vont mettre leur visage tellement près que si le chien a une mauvaise réaction, vous savez pas trop ce qui va se passer. C'est assez... mais non, tout est... Ils ont dans ce regard le fait que tout le monde est gentil, tout le monde est beau et ils aiment le contact avec les autres. C'est vraiment dans cette recherche-là d'aller vers les plus jeunes enfants aussi. Et c'est vrai que pour certains, ils ne comprennent pas aussi qu'ils peuvent faire peur parce qu'ils sont très intrusifs, ils vont très près des autres enfants qui sont plus jeunes pour nous, qui sont des adultes et qui peuvent, à certains moments, peuvent faire peur parce qu'ils sont grands, mais voilà, mais au niveau de leur décalage avec ce qu'ils sont en capacité de comprendre, c'est compliqué. Et du coup, alors on peut aborder cette question de l'alimentation. En fait, l'alimentation, elle est au cœur du processus de socialisation. Et peut-être qu'on peut aussi le remettre dans notre contexte plus national. La France, le patrimoine gastronomique, le repas et le repas familial a une place très importante. Et quand on est une famille, quand on a des enfants à table, eh ben, on attend un certain nombre de choses. Il y a des normes autour de la table. Donc, quand un enfant apprend à manger, il apprend déjà normalement à réguler son appétit parce qu'on apprend à comprendre qu'il y a entrée, plat, dessert et qu'on doit manger, puis qu'on doit partager le plat et que tout ça régule la question du biologique. Mais on incorpore aussi les règles en fait sociales de la vie familiale. Et en France, on attend d'un enfant qu'il soit assis, on attend qu'il interagisse, qu'il raconte sa journée, qu'il ait des souhaits, qu'il ait aussi peut-être des préférences alimentaires en même temps, parce que chacun a ses particularités, chacun peut s'affirmer autour de la table. Et on sait que dans le cadre du syndrome de Prader-Willi, la pensée prégnante pour l'alimentation peut en fait déréguler ce temps social et cette vie sociale autour de la table. Donc effectivement, c'est à partir de ce constat en fait comment une question biologique vient re-questionner la dimension sociale que Maïté Taubert a décidé de lancer le programme de recherche SOPAP pour étudier en fait à la fois comment le répertoire alimentaire des enfants avec le syndrome de Prader-Willi se construit, donc vraiment l'intégration du répertoire, la construction du répertoire alimentaire, parce qu'on évoque l'idée qu'il n'y a pas de particularité, ces enfants-là mangent de tout, qu'on incorpore aussi les normes sociales, comment un enfant en fait apprend avec le syndrome de Prader-Willi, parce que généralement il peut être focalisé sur son assiette, donc il n'observe pas forcément ce qui se passe à table, il n'est pas forcément dans l'imitation comme vous avez évoqué. Et ensuite, il y a un autre axe qui paraît intéressant dans le cadre de ce programme-là, c'est comment la famille intègre le discours, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon sociologique, la familialisation, donc qui fait vraiment écho à la socialisation, comment la famille, en fait, intègre un discours médical et le met en place dans son contexte social particulier. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, on a fait des observations et des entretiens au domicile des familles, 13 familles avec un enfant avec le syndrome de Prader-Willi, entre 7 et 15 ans. On est allé à leur domicile, on est allé voir qu'est-ce qu'ils nous disaient sur leur pratique alimentaire, et puis je les ai aussi observés manger. Alors ça peut être parfois un peu déstabilisant, mais j'essaie de me mettre dans un coin de la cuisine et regarder comment se passe le repas. Et ensuite, on les a invités, ces familles, quand elles étaient prises en charge sur Toulouse, à venir sur une plateforme expérimentale qui est équipée de plus de 90 caméras au plafond, et puis il y a même une caméra en face de vous à table. Et puis là, au contraire, il n'y a plus le sociologue. Le sociologue, il va derrière la caméra, en tout cas, il est dans une autre pièce, il a la télé, et il a en direct le moment du repas. Et avec ce moment-là, on a capté 3-4 moments essentiels du repas. Des fous rires, ça arrive, ils oublient très facilement les caméras, un moment de conflit, un début de crise,
des interactions qui portaient sur les pratiques alimentaires. Et on a fait regarder ces moments-là aux familles et on leur a redemandé de nous raconter ce qui se passait. Parce que nous, on peut avoir une analyse extérieure et qui parfois n'était pas la même. De temps en temps, Maïté était présente, Marion aussi, et quand on observait les pratiques alimentaires, on n'était pas forcément d'accord, on interprétait de façon différente. Et donc là, on a demandé aux familles qui étaient les acteurs de ce film-là, de nous raconter ce qui s'était passé, comment ils s'étaient rendus compte, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils pouvaient nous expliquer autour de cette socialisation alimentaire. Et on voit bien que même si vous avez des recommandations générales, mais qui sont spécifiques en fonction des familles, en fonction de leurs questions, en fonction de leurs besoins, chacun s'approprie ce discours médical à sa façon. Et on voit bien que là, le contexte de socialisation, est-ce qu'il y a un parent référent ou est-ce qu'il y a une famille élargie un peu plus qui prend en compte ces questions-là, et un contexte physique aussi, parce qu'en fait l'environnement physique régule nos pratiques, régule les normes alimentaires, ce qui soit restreint, on gère tout au niveau de l'assiette, ou au contraire on gère l'alimentation au niveau de la maison, et ben on se rend compte que cette appropriation est très différente d'une famille à une autre, donc des socialisations pour les enfants avec le syndrome de Prader-Willi qui sont aussi différentes en fonction de ces contextes physiques et de ces contextes sociaux. Ce qui m'amène aussi à vouloir rebondir sur le fait de beaucoup de parents qui sont gênés de laisser les enfants aux grands-parents. Parce que les parents se font porte-parole justement du discours des professionnels concernant l'alimentation et les grands-parents qui ont envie de jouer leur rôle de grands-parents en faisant plaisir par l'alimentation et en disant tu vois bien qu'il est tout mince, qu'est-ce que tu as besoin de le priver autant, un petit extra de temps en temps, c'est pas très embêtant. Et vis-à-vis de ça, les parents disent non mais moi c'est hors de question, je peux pas lui laisser en fait, elle ne comprend pas. Alors ça pose vraiment question de cette question qui est de l'alimentation qui est présente au niveau large. Bon, après, je vous passe le trajet en train pour venir, ou pendant le trajet, on lui propose 10 fois des bonbons ou des petits gâteaux, tout ça. Alors, c'est vraiment national, peut-être, ainsi culturel, hein, mais au niveau de la famille élargie, c'est intéressant de voir que même les proches, les grands-parents, des fois, n'adhèrent pas, ou ne comprennent pas qu'à un moment, on leur dise voilà, là, ça ne va pas être possible. Alors moi, je fais souvent référence au diabète, aux allergies alimentaires. On ne se permettrait pas de donner un aliment sucré à un enfant diabétique ou les cacahuètes à un enfant allergique. Donc voilà, c'est des façons un peu détournées de dire attention, c'est important de respecter ce qu'on nous a dit de respecter. Et souvent, les parents se retrouvent, moi je trouve que c'est difficile, porte-parole du discours des professionnels. Et à l'inverse, on a des parents qui peuvent compter sur leurs propres parents pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Et là, la fratrie peut aussi avoir un rôle important. Et donc, on conseille à la grande sœur d'être un petit peu vigilante, ou en tout cas de ne pas hésiter à rapporter, en fait, ou de rappeler à mamie, parce que même si mamie, on lui fait confiance, de temps en temps, elle a la cuillère un peu plus importante, ou voilà, même si elle essaye de garder le cap. Et puis parce que l'enfant avec le syndrome de Prader-Willi va négocier aussi. Et c'est aussi toute la question de la socialisation. Je sais qu'avec maman ou avec papa, je ne peux pas négocier. On pèse, l'assiette c'est l'assiette, il n'y a plus rien. Peut-être que si avec mamie, je sais que mamie elle peut craquer, ou que mamie elle est plus gentille que maman et papa, il va avoir un rôle aussi où il va essayer de négocier l'alimentation. Et donc ce que l'on voit, en tout cas dans le cadre de SOPAP, on a fait des entretiens avec les frères et sœurs. On sait que les frères et sœurs ont un rôle très important dans la sphère familiale élargie, mais qui reste dans la sphère familiale, et on sait que voilà, il va être là pour rappeler, et il va être là pour dire de fermer la cuisine ou d'autres aspects pratiques. Oui, puis on parle des grands-parents. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais désolée. Il y a aussi, moi je trouve, toute la dimension des commerces autour du logement de la personne, parce que, en tout cas, moi j'ai des patients qui me racontent qu'effectivement ils peuvent sortir chez eux comme ça, et puis en fait en attendrissant entre guillemets le boulanger ou voilà le vendeur de la supérette d'à côté, ils arrivent quand même à avoir des fois des petits trucs. Donc c'est vrai que je pense que sans stigmatiser, sans forcément expliquer le problème médical et les difficultés dans sa globalité, mais je pense que c'est quand même important de sensibiliser autour de vous, ces personnes-là. L'idée, c'est pas d'aller donner du diagnostic ou d'expliquer le syndrome. Enfin, si vous voulez le faire, vous pouvez, mais c'est surtout de pouvoir
axés sur toutes les failles en fait qu'il peut y avoir autour et qui derrière vont générer aussi cette négociation qui, par épuisement, va de toute façon finir par aboutir. C'est la même chose sur le plan médical. Hein. Nous, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de patients qui sont dans la négociation des traitements et généralement qui, pour certains, en veulent plus parce qu'il y a cette notion de consommation et d'avoir beaucoup de cachets. Donc pareil, il faut qu'on essaye d'ajuster, de peut-être même mettre la même dose, mais avec plus de comprimés. Des fois, on peut proposer ça, pour justement être dans un entre-deux où on répond à la problématique comme ça d'absorption de comprimés, mais pour autant sans avoir à modifier les doses et d'être dans des problématiques après médicales plus compliquées. Je pense qu'il y a aussi la question derrière du financier, parce que je pense que vous êtes beaucoup derrière à avoir été confrontés à ça, à des mises en difficulté sur le plan financier parce que achat intempestif de nourriture ou autre. Et ça aussi, pareil, il y a une question de vulnérabilité là-dessus. Nous, on insiste beaucoup à l'âge adulte, quand il y a justement la majorité qui arrive, pour discuter quand même de mesures de protection. Il n'y a pas franchement besoin tout le temps de tutelle ou de curatelle, on n'a pas besoin d'être dans ces extrêmes-là, mais c'est qu'au moins une habilitation familiale qui protège sur le plan financier, c'est hyper important parce que ça sécurise et le patient, comme on disait tout à l'heure, de personnes quand même malveillantes. Les personnes malveillantes, elles repèrent très vite hein, les personnes vulnérables. Elles sont faites pour ça, et malheureusement, et ils ont ce radar-là de bien repérer une personne plus sensible et plus facile à amadouer. Et derrière, il y a toutes les problématiques sur le plan familial que ça peut entraîner, de dettes, en tout cas d'achats très importants, qui peuvent être parfois difficiles à justifier auprès des banques et des assurances. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que l'achat alimentaire peut derrière entraîner des problèmes sur le plan judiciaire. Il y a le côté médical, mais il y a aussi le côté judiciaire, et ça c'est important d'en avoir conscience pour justement prévenir, anticiper, sans encore une fois être dans l'ultra-contrôle et la supervision de tout, mais en tout cas pouvoir mettre en place des choses pour lesquelles on vous accompagne, hein, même avec des assistantes sociales, pour justement faire les dossiers, mais en tout cas se poser les questions à ce moment-là pour ne pas passer à côté et plutôt anticiper qu'arriver après et là où il y a déjà des choses qui se sont passées difficiles. Après, en termes de protection, pas du tout du même registre. Moi, ça me faisait, tout à l'heure, tu disais plein de lieux de socialisation, la crèche, l'école, tout ça. C'est vrai qu'il y a aussi toutes les activités physiques, extrascolaires qui peuvent être là, plus ou moins, parce qu'il y a quand même tellement de prise en charge à la semaine que des fois, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire une activité extrascolaire. Et là encore, moi, ce qui prime, ça va être la rencontre avec la relation humaine qui va se nouer avec la personne qui va accepter le jeune porteur du syndrome dans son groupe, hein, que ce soit en discours ou pas forcément, parce que c'est ça qui va primer sur l'activité en elle-même, que ce soit de la gym, du judo ou de la natation. Finalement, c'est l'éducateur sportif et ce qui va vouloir aménager pour que le jeune passe un bon moment, plutôt que de faire comme si tout allait bien et qu'on va le mettre dans un groupe où on ne va pas forcément adapter les choses et tomber sur une personne un peu rigide. Alors je pense aussi des fois à des enseignants hein, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en capacité d'adapter quoi que ce soit pour ce jeune qui va être en grande souffrance en étant confronté à une personne un peu rigide, en tous les cas qui n'arrive pas à se mettre à niveau. La qualité de la relation humaine sera indispensable pour protéger. Donc moi, je dis souvent aux parents, attention à qui vous le confiez. Voilà, il faut presque mériter de pouvoir s'en occuper. En tous les cas, ils n'auront pas la même force. C'est difficile pour tout enfant hein, de tomber face à une personne rigide, ça évidemment, mais je veux dire, un enfant ou un ado avec le syndrome aura beaucoup plus de difficultés à s'adapter ou en tous les cas à pouvoir supporter des non-adaptations de la part de l'adulte qui est censé s'en occuper. Voilà. On peut retrouver ça à la cantine scolaire, en fait. On voit bien qu'en fonction des cantines, en fonction des professionnels qui entourent en fait ce temps de cantine, il peut y avoir en fait plus ou moins de priorités. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il mange son panier que les parents lui ont préparé? Est-ce que c'est qu'il mange ce panier
avec les camarades? Est-ce que c'est qu'ils se socialisent? Et on voit bien que là, les priorités aussi peuvent être très différentes et les structures, leur capacité d'accueillir ce type de public peut générer des formes de socialisation différentes et aussi les choix des parents, parce que pour certains, ils veulent juste un peu lâcher sur la question de l'alimentation, faire en sorte qu'elle soit toujours contrôlée, mais dans un contrôle beaucoup plus large, ou est-ce que c'est ce contrôle hyper important de l'alimentation et au détriment de la socialisation. Donc ça, c'est vraiment des points aussi importants et des choix familiaux à un moment donné qui peuvent évoluer, hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est mis en place que ça va perdurer par la suite. Et pour certains, c'est vraiment qu'ils passent du temps avec ses camarades, qui se reposent aussi le temps de la cantine, parce que pour tout le monde, en fait, pour nous-mêmes, quand on va à la cantine, de temps en temps, c'est juste parce qu'on en a besoin, on doit se nourrir d'un point de vue biologique, c'est un moment de pause, et parfois, ces enfants leur demandent encore un certain nombre de choses sur le temps du repas, et en fait, il faut aussi savoir relâcher la pression sur ce moment-là, parce que ça doit rester un moment de détente et un moment de coupure, cette fonction-là, la cantine scolaire. Pour nous au foyer, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour certains, c'était un moment d'échange qui pouvait être, qu'ils acceptaient en tout cas qu'ils appréciaient entre eux. Et pour deux autres personnes, c'était très compliqué pour eux de pouvoir voir le repas des autres à côté sur la même table. Donc ça a été... alors le Covid nous a imposé un petit peu ça au départ, ils ont dû s'isoler pour manger dans leur chambre. Et quand on a après remis tout le monde, on a proposé à tout le monde de revenir en salle à manger, deux personnes nous ont dit non, on veut continuer à manger dans nos chambres, avec notre plateau, avec nos barquettes, parce que c'est vraiment barquettes pour nous, qu'ils utilisent après à mettre dans leur assiette pour préparer eux-mêmes leur repas. Mais ils ont préféré vraiment s'isoler pour pouvoir manger tranquillement. C'est vraiment pas un moment où c'est vraiment un niveau d'angoisse qui est très important pour eux à ce moment-là, de voir que pour les autres qui vont manger un petit peu moins vite, il va rester un petit peu plus longtemps sur la table, des choses que eux peuvent avoir à voler à certains moments. On s'est rendu compte de ça aussi en pique-nique où finalement là on était tous ensemble et on voit les regards qui commencent à tourner un petit peu partout, le niveau de stress qui commence à monter de la personne et le besoin à ce moment-là de l'isoler un tout petit peu en disant écoute, viens, on va aller un petit peu plus loin, tu finis ton repas tranquille et on retournera avec les autres après. Et c'est vrai que sur le groupe qui sont deux ont vraiment ce besoin-là en fait d'être bien isolés pour manger sereinement. Là, c'est la question du contexte physique et en fait, dans l'étude SOPAP, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'il y a différents niveaux et c'est la gestion dans l'assiette, la gestion dans le plateau, là, qui est une gestion un peu plus large parce que sur le plateau, il y a toute mon alimentation, mon entrée, mon plat, mon dessert, mon fruit. Puis pour certains, c'est la table, mais on voit que la forme de gestion sur la table familiale, c'est très différent. Pour certains, le plat est au milieu. Pour certains, on voit que le plat est plutôt sur le côté. Il est un peu plus éloigné de la personne avec le syndrome de Prader-Willi. Donc, c'est une forme de gestion un peu plus élargie. Et pour certains, le plat ne vient même pas à table. Et cette gestion, elle se fait au sein du domicile et plus largement. Donc là, on voit bien comment le contexte physique conditionne nos pratiques, nos formes de socialisation. Donc, on ne vit pas la même chose au même moment. Et donc, c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Qu'est-ce qui est possible de faire dans ce contexte-là en particulier? Et enfin, parce que je pense qu'il va falloir...